Mesdames et messieurs, chers internautes fidèles à NSUP Média TV, bienvenue dans votre toute nouvelle émission Zoom sur cette émission qui vous fait part de tout ce qui se passe dans le pays, de ces hommes et femmes qui font bouger les pays à leur manière. Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons le plaisir d'accueillir un parmi eux, Yoro Chimer Wade, Yoro Chimer Alsata Wade. Bonjour. Bonjour. Yoro Chimer Alsata Wade, vous êtes fiscaliste, auditeur, écrivain, professeur. Si je continue à lister, je risque de m'essouffler avant même la fin de l'émission. Mais la seule question qui m'aborde, c'est qui est vraiment Yoro Chimer Wade? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur votre émission, d'une part, et d'autre part, je souhaite beaucoup de succès à cette émission. Merci. Pour me présenter quand même, je vais commencer par le cursus universitaire. En fait, après mon bac gestion, j'ai eu à fréquenter l'école supérieure polytechnique ESP. J'ai eu successivement le diplôme élémentaire comptable, le diplôme d'école qu'on appelle DESEC et le diplôme supérieur comptable. Parallèlement aussi, j'ai fait un master de droit des affaires et fiscalité. Ça, c'est la présentation sur la partie études universitaires. D'autre part, en fait, j'ai eu à faire sur le plan professionnel le cabinet ECG, Excellence Consulting Group, en tant qu'auditeur comptable. Après, j'ai été comptable à Royal Transit, après chef comptable de la SRH et puis auditeur interne. Et à partir d'avril 2015, j'ai ouvert un cabinet de conseil en gestion qu'on appelle DW Consulting. Et parallèlement aussi, je donne des cours dans les écoles de formation, notamment NSUP Afrique, en comptabilité, fiscalité et audit. Master, vous avez eu votre master, vous avez fait des stages dans des groupes de consultation, vous avez fait des études en finance, en comptabilité, un long parcours qui vous a pris bon nombre d'années. Qu'est-ce qui vous a réellement motivé? Pourquoi vous êtes-vous accroché à cette carrière? Pourquoi être resté assez longtemps dans les bancs? En fait, d'abord c'est un encadrement, c'est une éducation. Je suis né dans une famille où vraiment j'ai deux parents professeurs, donc vous allez comprendre pourquoi peut-être j'ai eu la chance, je dirais, de faire toutes ces études. Et nous restons convaincus aussi que c'est à travers, parce que le monde bouge, le monde de la finance ça bouge, on est tout le temps obligé aussi de renforcer les compétences, etc. C'est pourquoi même par ailleurs on a eu à faire même des formations à l'extérieur, notamment sur les normes IFRS en Tunisie, etc. D'accord. Vous avez dit c'est à cause de vos parents, mais personnellement, est-ce qu'il y avait une motivation personnelle pour vous? Oui, c'est ça c'est clair. Parce qu'en réalité, on sait que la personne, elle est motivée, elle veut atteindre ses objectifs, elle veut construire une famille, etc. Et ça, pour en arriver aussi, il faut être compétent. Et la compétence d'abord par les études. Et le prolongement de la compétence, c'est dans le monde professionnel. Et donc, on a eu à faire des stages dans différents cabinets d'expertise comptable avant d'embrasser aussi des entreprises aujourd'hui pour être entrepreneur. Quand beaucoup de jeunes ou bien d'autres personnes prennent d'autres chemins, ceux-là sont techniciens, d'autres sont ingénieurs, d'autres sont des professeurs de littérature ou bien de journalisme et communication, vous avez choisi le chemin de l'économie, de la finance. Pourquoi? En fait, d'abord, j'ai un grand frère qui a eu à faire la CDG. Et vraiment, c'est une personne que je salue au passage qui m'a beaucoup encadré. Et quand j'ai eu mon BFM, à l'époque, pour aller faire CDG au lycée de la Fosse, il fallait avoir au moins une moyenne de 13. J'avais demandé la CDG, on m'a orienté au niveau du lycée de la Fosse pour faire la CDG, etc. Et parallèlement aussi, c'est un prolongement. Tu ne peux pas avoir un bac G pour aller faire autre chose. Aujourd'hui, mais on aimait la comptabilité, on aimait l'économie, etc. Et par ailleurs, vous aimiez l'argent, quoi, en tant que tel? Non, en fait, beaucoup de gens pensent que la comptabilité rime avec beaucoup d'argent, etc. C'est pas ça, c'est une fonction où tu peux être comptable dans une entreprise et l'ingénieur informatique est mieux payé que toi. Donc, c'est pas un problème. D'abord, moi, je suis pas dans une dynamique. Je reste convaincu que pour être sur une profession, il faut d'abord l'aimer. Et c'est ce qui fera que tu seras toujours dans l'esprit de se sublimer et de pouvoir atteindre tes objectifs et avoir les compétences nécessaires pour tenir un poste. Deux parents qui étaient enseignants, professeurs, un grand frère qui était économiste aussi. Donc votre carrière, on peut dire, carrière en tant qu'étudiant, vos études ont été influencées par eux. Vous n'avez pas pris de décision personnelle?
Non, non, du tout. En fait, peut-être on rectifie un peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes parents, c'est dans l'encadrement, etc. Mais ce que je faisais, ce sont des choix personnels. Quand j'allais à l'école supérieure polytechnique, c'était un choix personnel. Quand je faisais un master d'audit, un master de droit des affaires et fiscalité, c'était un choix personnel. Ce n'était pas les parents qui m'ont poussé, etc. Mais il y a l'encadrement. J'ai bénéficié de leur encadrement et ça, c'est très louable. Je pense qu'ils ont joué leur rôle pleinement et après, d'une part aussi, à un certain niveau, il faut prendre ses responsabilités. Maintenant, quand on parle du secteur des finances, de la finance, on sait qu'il y a beaucoup d'anguilles sous roche, il y a beaucoup de problèmes dans les entreprises. On parle tout le temps de détournement de fonds, et ainsi de suite. Qui parle d'argent parle de beaucoup de choses. Ce n'est pas un secteur assez facile, pour dire vrai. Oui, le monde de la finance, c'est ça. Réellement, très souvent, dans les salles de classe, je taquine très souvent mes étudiants pour leur dire que la première qualité d'un financier ou d'un comptable, c'est de ne pas maîtriser c'est de maîtriser la comptabilité ou la finance. La première qualité, c'est d'avoir vraiment la morale, être franc, etc. Parce qu'aujourd'hui, si quand même c'est clair que toi, même si on pose 100 francs chez toi, tu prends ces genres de jeux, demain tu seras gestionnaire de compte dans une banque, etc. Tu seras peut-être dans ces types de tentations, etc. Donc la première qualité, c'est la franchise, etc. Donc, bref, mais les entreprises aussi ont leur rôle à jouer pour sécuriser leur patrimoine. Parce que très souvent, en audit, on le dit, il faut créer un principe qu'on appelle la séparation des tâches. Aujourd'hui, par exemple, vous allez aujourd'hui dans les hôpitaux, même au Sénégal, ils l'ont compris. La personne qui va faire la facturation, ce n'est pas la personne qui va encaisser. Donc, quand tu factures, tu encaisses, donc il n'y a pas de séparation de tâches, les risques de détournement sont là. D'accord. Maintenant, trop de termes assez techniques pour un journaliste comme moi. mais moi, ce que je voudrais savoir, donc vous voulez dire que l'éthique et la morale prévaut même au niveau de la finance? Mais l'éthique et la morale, ça doit être les maîtres mots de toute personne, en fait, surtout dans notre monde en particulier. Le monde de la finance, aujourd'hui, tu es comptable, tu es financier, tu es gestionnaire de compte dans une banque. Tu peux, en principe, être en lien direct avec l'argent. Et dans ce cas, si tu n'es pas frappé d'une morale assez élevée, tu risques de faire ces types de pratiques qui ne sont pas du tout catholiques. Et pour les éviter, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans des principes simples de contrôle interne, on nous dit qu'il faut créer ce qu'on appelle la séparation des tâches. Comme je disais tout à l'heure, l'exemple, la personne qui facture ne doit pas être la personne qui va encaisser. Mais est-ce que c'est quelque chose de facile quand on sait que dans les banques, ceux-là qui sont les guichetiers ou bien les caissiers, ceux qui encaissent l'argent, ils comptent des millions, voire même plusieurs centaines de millions quelquefois par jour. Et vous les retrouvez dans les carapides avec vous, ou bien les Ndiagandiaï. Est-ce qu'il n'y a pas cette tentation? Est-ce qu'ils sont bien entretenus? Oui. En fait, vous savez, la politique salariale aussi, on peut pointer la politique salariale du doigt. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu ne peux pas, quelqu'un qui gère ces types ces sommes d'argent, que demain, a priori, que tu puisses lui payer des salaires un peu. Il y a beaucoup de tentations, mais je ne pense pas que ces types de tentations puissent être un justificatif fiable pour pouvoir expliquer leurs actes. Aujourd'hui, comme je dis, ce qui doit prédominer pour une personne, c'est l'éthique, c'est la morale. Pour moi, je reste convaincu. Parce que dès lors que tu acceptes un poste avec un niveau de salaire, tu dois prendre toutes tes responsabilités. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai un niveau de salaire bas que je dois faire des pratiques qui ne sont pas catholiques. D'autre part aussi, il y a la responsabilité de ces institutions financières qui doivent a priori revoir leur politique salariale. Ça, c'est une conviction. D'accord. Si on doit vous présenter aujourd'hui Chimère, doit-on dire Yoro Chimère Sadawad, auditeur, Yoro Chimère Sadawad, financier, fiscaliste ou bien comptable? C'est quoi votre fonction en tant que telle? Oui, je serai très à l'aise d'y répondre. Aujourd'hui, vous parlez de quatre matières qui vont ensemble. Vous avez parlé de la comptabilité, vous avez parlé de l'audit, vous avez parlé de la fiscalité et vous avez même parlé du droit, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est quatre matières qui sont étroitement liées. Nous restons convaincus que pour être un bon comptable, il faut être un bon fiscaliste, il faut être un bon financier, il faut être un bon juriste. C'est quatre matières qui vont de pair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend aujourd'hui la comptabilité et la fiscalité, c'est deux matières qui ne peuvent pas être dissociées.
Pour être un bon comptable, il faut être un bon fiscaliste. Pour être un bon fiscaliste, il faut être bon comptable. Donc c'est ça c'est un link étroit qui existe entre ces deux matières. Beaucoup de règles fiscales s'inspirent de données comptables. On ne peut pas allier les deux. C'est pourquoi la place de la fiscalité dans les études comptables est extrêmement importante. Maintenant, est-ce qu'il est possible de vivre de cette fiscalité ou bien de tout ce monde financier sans être un érudit du droit? Oui, le droit, c'est une continuité. Par exemple, si vous faites de l'audit, si vous faites de l'audit, par exemple, de l'audit légal, comme son nom l'indique, l'audit légal, il y a une branche, il y a une partie de droit qui est extrêmement importante, notamment même la responsabilité de l'aide du commissaire au compte, notamment les procédures d'alerte, notamment les conventions réglementées, etc. Et tout ça, ce sont des dispositions juridiques qui l'encadrent. Quand vous faites par exemple aujourd'hui de la fiscalité, on en parle, la fiscalité c'est un droit, on parle même de droit fiscal. Aujourd'hui, la fiscalité, il y a même un principe qu'on appelle le principe de la légalité de l'impôt qui signifie que l'impôt repose sur des lois. Donc on ne peut pas aller sans le droit. On ne peut pas aller sans le droit. D'accord. Chers internautes de Nsub TV, comme je vous l'annonçais tantôt, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Yoro Chimère Al-Satawad. Chimère, je le disais tantôt, dans votre boîte à secret aussi existe celui d'écrivain. Deux éditions en une année. C'est quelque chose. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose d'assez inédit? Qu'est-ce qui vous motive? Une année, deux livres. Non, en fait, revenons sur le premier ouvrage qui s'intitule Précis de comptabilité du Ciscoada révisé. Ça, quand même, je pense, je vais profiter que vous avez coécrit avec le professeur Fadel. Avec M. Fadel Diallo que je remercie. Parce qu'en fait, de base, c'était son idée. Pour dire vrai, c'était son idée. Il m'a dit que oui, M. Wad Chimère, il y a vraiment une réforme qui s'annonce. Il faut qu'on écrit. La réforme du Ciscoada. Merci. Parce que réellement, cette réforme, en fait, comme beaucoup de gens le pensent, cette raison le décret a été adopté depuis le 26 janvier 2017. Mais comme on sait, l'Africain ne veut pas changer, etc. On s'est dit que nous, dès 2018, sur les premiers jours de 2018, vraiment, on va sortir un ouvrage qui va accompagner l'étudiant, qui va accompagner l'élève, qui va même accompagner le professionnel, de pouvoir s'enquérir des nouvelles réformes. Aujourd'hui, cette réforme converge vers les normes IFRS. On était obligé vraiment de proposer même un canevas pour même des professeurs, pour les professionnels, pour les étudiants en général, de pouvoir embrasser cette réforme-là. Maintenant, quand vous parlez de réforme du Ciscoada, vous parlez de réforme du Ciscoada révisée. Donc, est-ce que cet ouvrage que vous avez écrit est seulement limité au Sénégal? Ou bien, comme on le sait, le OADA, c'est en général la CEDEAO. Est-ce quelque chose d'africain? Oui, c'est africain en fait. Aujourd'hui, il faut peut-être revenir sur l'historique. À partir du 1er janvier 1998, on a eu à réformer vraiment le système comptable dans les pays de l'UEMOA en créant le Ciscoa. Le Ciscoa a été adopté le 1er janvier 1998. Mais en 2001, il y a eu une réforme du droit des affaires à travers l'OADA. Mais ce qui s'est posé, c'est quoi? Lorsqu'on a adopté l'OADA, il y avait des dispositions de l'OADA en fait, qui étaient contraires au Ciscoa. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que l'OADA, c'est communautaire, ça reste juste sur les pays de l'UEMOA, alors le Ciscoa restait juste sur les pays de l'UEMOA, alors que l'OADA, c'était la CEDEAO, comme vous le dites. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Comme il y avait des dispositions contraires, il fallait trouver une solution. Et la solution adoptée, c'était de supprimer toutes les dispositions du Ciscoa qui étaient contraires à l'OADA. C'est pourquoi même le terme Ciscoada. Maintenant, ce Ciscoada a tenu jusqu'en 2031-2017. On s'est dit vraiment, maintenant, comme on parle de la mondialisation de la comptabilité, il fallait vraiment converger vers les normes internationales IFRS. Aujourd'hui, il faut le dire, le Ciscoada révisé a vraiment amélioré la politique comptable au sein des pays de l'UEMOA. Maintenant, quand vous parlez de Ciscoada, on sait que c'est quelque chose d'assez technique et qui nécessite une étude scientifique. Est-ce que c'est juste deux personnes qui se sont réunies pour le faire? Est-ce que vous avez eu l'aval de votre corps, le corps des financiers, comptables et autres?
Oui, je pense que la personne qui a eu à préfacer l'œuvre, c'est un expert comptable qui s'appelle Pape Ndiagameng, qui est dans un cabinet international, le seul cabinet certifié ISO. On lui a envoyé le livre, il l'a regardé pendant beaucoup de temps avant de le valider. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une validation beaucoup plus importante que lui qui est un expert en la matière. Maintenant, M. Wade, toujours, après le Cisco-Wada révisé, 2018, toujours, hein, le 13 janvier 2018. Ce mois-ci, au mois de septembre, le 13 octobre, vous avez publié votre deuxième ouvrage, Pratique fiscale sénégalaise, la BRIC. Une année, est-ce que ce n'est pas trop court, est-ce que ce n'est pas précipité? Non, pas du tout précipité, parce que l'œuvre qui est la pratique fiscale sénégalaise, c'est un document qu'on a commencé à élaborer depuis, je dirais, 2015. Maintenant, c'est plusieurs personnes ou bien c'est vous? Non, c'est moi-même. Depuis 2015, on a commencé à élaborer ce document. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de réformes en temps qui ont eu, etc. Maintenant, on s'est dit, après la brique, maintenant, parlons de la pratique fiscale au Sénégal. L'esprit, et on a bien mis contribution d'un comptable. Il peut être paradoxal, peut-être qu'un comptable parle de la fiscalité, ça peut créer peut-être des controverses, etc. Mais ce qu'il explique, c'est quoi? Encore, c'est une conviction que la comptabilité ne peut pas aller sans la fiscalité. Vice-versa. On s'est dit, nous, on va essayer de faire quelque chose de particulier. Cette chose particulière, c'est quoi? Au lieu d'avoir des livres de fiscalité qui sont très, très théoriques, on va mettre en place la pratique. La pratique, c'est quoi? Peut-être revenir sur des notions théoriques de base, illustrer ça avec des cas d'école et illustrer ça avec des cas d'entreprise. Donc, c'est une continuité. Si vous prenez l'ouvrage, vous allez voir même il y a des cas de déclaration d'entreprise qui ont été insérés au niveau du document. Donc, c'était ça, nous, notre état d'esprit. Et on est à l'aise de le faire parce qu'en tout état de cause, nous sommes à cheval entre le monde professionnel et le monde universitaire. Maintenant, quand vous parlez de cet ouvrage, il s'agit bien de cet ouvrage, la BRIC, pratique fiscale sénégalaise. Cet ouvrage compte 403 pages. Oui. 403 pages dans lequel vous avez fait des exercices pratiques pour des étudiants, des cas pratiques et autres cours. Maintenant, pour le professionnel, c'est quoi l'utilité pour le professionnel d'entreprise? Oui, c'est ça. Et pour le Sénégalais aussi, lambda. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on est devenu sur des notions théoriques de base. En dehors de ces notions théoriques de base, on a eu à élaborer des cas d'école corrigés et des cas non corrigés pour permettre à l'étudiant de s'entraîner. Troisième étape, on vise le professionnel. Le professionnel, on le vise dans deux sens. On lui a dit les bonnes pratiques. Par exemple, en matière de salaire, comment faire pour éviter les redressements sur le plan fiscal. En matière d'impôt sur les sociétés, comment on fait pour éviter les redressements? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on vit dans un pays avec une forte pression fiscale. Il fallait aujourd'hui voir comment aider les entreprises à élaborer vraiment une conduite qui leur permettra d'éviter ces types de redressement. Donc cet ouvrage pourrait être considéré comme un moyen pour duper l'administration? L'esprit, non, c'est du tout. Nous sommes convaincus que, encore une fois, il faut prôner le civisme fiscal. On ne sera jamais dans cette dynamique de montrer vraiment dans cet ouvrage comment on fait pour dribbler. On a dit optimisation. L'optimisation n'est pas dans le sens de dribbler l'administration fiscale. Ce sont des moyens qui sont prévus dans le Code général des impôts, mais qu'il faut utiliser parce que c'est l'État qui les prévoit. Mais ce n'est pas du tout l'esprit de venir montrer comment on peut faire pour dribbler. Parce que le Sénégal est dans un contexte particulier. Parce qu'un pays se construit grâce à deux choses. Un pays se construit soit grâce à ses ressources naturelles, soit grâce à sa politique fiscale et douanière. Aujourd'hui, le Sénégal, nous sommes dans ces pays où la fiscalité joue un rôle prépondérant. Si on regarde la structure budgétaire de l'État, c'est assez évocateur du rôle que joue la fiscalité dans notre pays. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être nous dans cette dynamique de conseiller ou bien de mettre dans un document comment on peut faire pour dribbler l'administration fiscale. On n'est pas dans cette dynamique. Vous ne pensez pas que par rapport à tout cela, par rapport à la fiscalité et tout, l'État du Sénégal aurait beaucoup plus besoin, lui, d'un livre qui lui permettrait de savoir comment gérer
ces évasions fiscales qui se font, parce que bon, on parle de certaines entreprises qui gagnent plusieurs milliards en francs CFA et que l'État n'en perçoit qu'une minime partie, qu'une partie assez minime. Est-ce que vous en avez parlé dans cet ouvrage? Oui, en fait, on a un peu pointé du doigt certaines conventions fiscales. Aujourd'hui, bref, c'est je voulais même pas l'évoquer, mais c'est assez sensible. C'est assez sensible de parler des conventions. Aujourd'hui, en fait, nous restons convaincus que, par exemple, si une convention fiscale avec un paradis fiscal comme le Luxembourg, etc., ça, c'est anti-économique. C'est notre conviction. Parce que je ne sais pas si on sait ce que c'est qu'un paradis fiscal. Un paradis fiscal, c'est un lieu géographique à fiscalité nulle ou très faible. Et ce sont des lieux géographiques qui ne compètent pas en matière de coopération, d'information. C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, une entreprise va se créer dans ces paradis fiscaux, venir au Sénégal, faire réaliser des bénéfices et les transférer gratuitement. C'est ça l'état d'esprit en fait. Maintenant, aujourd'hui, aussi, l'État, c'est les niches de recettes. Aujourd'hui, les meilleurs payeurs au Sénégal, ce sont les salariés, parce qu'il y a ce régime de la retenue à la source. Mais les entités sénégalaises aussi ne sont pas, en fait, sur le plan fiscal très civilisées. Et ça, il faut le prôner. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais, un pays ne peut pas se construire sans sa fiscalité. Il y a un célèbre auteur qu'on appelle Kosian qui dit qu'il n'existe pas d'économie sans impôts. Mais le Sénégal aussi n'est rien sans sa politique fiscale. Maintenant, je continue toujours dans ce domaine fiscal parce que c'est assez intéressant pour dire vrai. Mais quand on sait que le Sénégal est un pays constitué par la majorité de personnes qui vivent dans le secteur informel, est-ce qu'il est possible maintenant de leur inculquer cette notion de payer ses impôts? Est-ce qu'il est possible de leur dire que payer ses impôts peut leur permettre de pouvoir mieux se développer eux? Oui, vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste pointer du doigt les citoyens et d'autre part l'État. En fait, si on parle de civisme fiscal aussi, l'État aussi doit d'une part être civilisé sur le plan de la gestion des ressources publiques. Aujourd'hui, si par exemple, moi peut-être je suis commerçant, j'entends que telle personne a détourné, etc., l'argent de l'État ou bien autre chose, ça peut créer polémique, c'est pas la peine que je paye parce que l'État, si je donne l'argent à l'État, quelqu'un d'autre va l'utiliser à ses fins personnelles, etc. Donc ça va de pair, mais ça n'occulte pas l'esprit de payer ses impôts. Aujourd'hui, même les entités qui sont dans le secteur informel, Abdoulaye Wade, à travers la loi 2004-12 du 6 février 2004, a instauré un régime qu'on appelle la CGU, la contribution globale unique. En fait, l'esprit, c'est de se dire, ces petites entreprises, au lieu de le dire payer chaque mois, chaque trimestre ou chaque semestre, on va créer un régime d'imposition qui va leur permettre de payer un seul impôt annuellement. Et on leur laisse à payer. Ça les incite à payer, etc. C'est ce qu'on appelle communément les boutiquiers, ce que les boutiquiers payent, qu'on appelait la patente qui a été remplacée par la CET, etc. Ça, c'était l'état d'esprit d'Abdoulaye Wade. D'autre part, quand le président Macky Sall aussi est venu, il faut le saluer. Il a fait une baisse généralisée des droits d'enregistrement. Les taux qui étaient à 15% aujourd'hui sont à 5%. Les taux qui sont à 10% sur les meubles sont à 3%. C'est d'inculper les gens au lieu de faire des conventions de faire de la fraude fiscale et de payer les impôts. Mais aujourd'hui, il faut encore une fois insister sur le rôle économique et social que joue la fiscalité dans nos pays. C'est extrêmement important. Donc on ne peut pas être dans une dynamique de dire aux entreprises faites de la fraude fiscale ou bien il faut être civilisé sur le plan fiscal. Surtout quand on sait que maintenant on a le pétrole et le gaz chez nous, il faudra encore beaucoup plus avoir d'organisation de veille ou bien. Oui, en fait, le pétrole et le gaz, vraiment, on attend de voir quels seront les résultats. Mais aujourd'hui, je pense qu'en dehors de tout ça, il faut... Mais vous allez dans les pays développés. Je prends le président de Barcelone et le président du Bayern de Munich, qui sont des multimilliardaires, qui ont été emprisonnés pour fraude fiscale. Mais au Sénégal, moi, à ma connaissance, je n'ai pas encore entendu une personne qui a été emprisonné pour fraude fiscale. On ne le sait pas. Mais aujourd'hui, dans ces pays développés, tu n'oses pas ne pas payer tes impôts. Tu n'oses pas. D'accord. Je comprends votre exemple pour Bayern, Barça, ainsi de suite. La dernière fois, votre ami Fadel vous taxez d'être Messi et lui, Cristiano Ronaldo. Messi parce que vous avez un talent inné. Donc, 2 ouvrages en une année.
c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Est-ce qu'on peut s'attendre à un troisième ouvrage? Non, pas pour le troisième ouvrage, pas pour le moment. Parce que réellement, vraiment, cet ouvrage vraiment m'a pris quand même beaucoup de temps et de force et d'esprit. Maintenant, là, je veux vraiment prendre plus de recul, me reposer, etc. Et après, voir qu'est-ce que je ferai. Donc pour un ouvrage sur l'audit ou bien autre chose, il faudra attendre. Il faudra attendre. Combien de temps? On ne sait pas. Un petit scoop pour Média TV. Pour le moment, je ne veux pas m'exprimer sur ce sujet parce que c'est un projet, mais qu'on démarre, qu'on ne va pas démarrer, on attend un peu. D'accord. Maintenant, quand vous parlez de projet, moi je vais entrer dans le domaine entrepreneurial. On vous connaît comme professeur, fiscaliste, ainsi de suite. Est-ce que vous êtes dans le domaine entrepreneurial ou bien un jour pourrait-on entendre entreprise telle créée par Yoroshi Merwad ou bien boîte de consultation ou bien boîte d'audit telle créée par Yoroshi Merwad? Oui, en fait, il faut le dire, en déclinant tout à l'heure mon cursus, j'ai eu à vous montrer vraiment, j'ai quitté l'entreprise pour aller vers vraiment le conseil. Aujourd'hui, c'est un choix personnel parce que l'entreprise où j'étais, on ne m'a pas viré, c'est de manière personnelle que j'ai mis ma démission et je suis parti ouvrir mon cabinet. L'esprit de ce cabinet, c'était quoi? De base, je me suis dit que vraiment, c'était monotone d'être en entreprise, de faire toujours la même chose. Je vais essayer d'être sur le marché, de trouver des clients pour leur faire des conseils à gestion, business plan, assistance comptable, assistance fiscale, etc. et conseils dans les domaines de la finance, comptabilité et fiscalité. Et ça, je l'ai eu à le faire. D'abord, le premier projet, quand j'ai ouvert tout de suite, c'est là où même j'ai commencé avec INSUP. C'est pourquoi mes premiers stagiaires que j'ai eu à travailler, c'était des étudiants d'INSUP Afrique. Et même pour cet ouvrage que j'ai eu à élaborer, je l'ai fait avec des étudiants de deuxième, troisième année et de master d'INSUP. L'esprit, c'était de dire que voilà, je vais conceptionner les cas, je vais les donner, ils vont corriger, ils reviennent, je leur corrige pour même leur donner quel canevas ils doivent suivre vraiment pour demain développer ces types d'ouvrages. Parce que l'esprit, c'est d'entreprendre, parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est une exigence dans le monde où nous sommes. Le marché du travail est très étroit. Il faut pousser les jeunes à entreprendre. Aujourd'hui, c'est un état d'esprit à développer sur tout jeune, parce qu'il n'est pas dit d'être employé, mais de chercher à être employeur. C'est ça l'esprit. D'accord. Maintenant, je me tourne vers le professeur M. Wad. Le professeur Wad, vos étudiants qui vous suivent, qu'est-ce que vous avez à leur dire quand on sait que beaucoup ont des problèmes par rapport à l'orientation? Ils ne savent pas quelle filière choisir et ils se retrouvent à faire du suivisme. Est-ce que la fiscalité, la comptabilité, les droits fiscaux, le droit des affaires, est-ce une filière à choisir juste par hasard? Oui, une filière à choisir par le hasard n'existe pas. Moi, ce que je dis, c'est que quand vous choisissez quelque chose, il faut allier deux choses. Voir vos capacités par rapport au contenu de cette formation, de cette filière. D'autre part, est-ce que vous l'aimez? Parce qu'il ne faut pas faire quelque chose parce que l'ami l'a fait. Il ne faut pas faire quelque chose parce que vraiment, j'entends que comptabilité, il y a beaucoup d'argent, je vais le faire. Ça va créer vraiment une rupture pour toi. Parce que croire qu'une matière, vous allez le faire juste pour avoir de l'argent, ce n'est pas bon. D'abord, il faut aimer la matière. Il faut cultiver la compétence et après c'est cette compétence-là qui va vous... Parce qu'à la fin, peut-être au début tu vas courir pour chercher, mais à la fin on va courir vers toi. Si tu es bon, mais pour être bon, il faut aimer et mettre tous les atouts de ton côté pour pouvoir réussir. Ça, c'est un état d'esprit à développer chez tous les étudiants. Donc M. Wad, on arrive au terme de cette émission. Chers téléspectateurs, on a eu M. Yoroshi Merwad sur ce plateau. Professeur, un dernier mot. Oui, d'abord, je souhaite un grand succès à votre émission, d'une part. D'autre part aussi, je remercie toute la direction d'INSUP Afrique pour vraiment l'accompagnement qu'ils ont eu et la collaboration qu'on a eu à faire depuis avril 2015, animée de beaucoup de respect et de beaucoup de partage. Et aujourd'hui, je les remercie.
Je remercie aussi tout le corps professoral d'INTUB Afrique, notamment M. Ndiaye et M. Diallo, qui m'ont beaucoup aidé aussi sur la correction de cet ouvrage et à travers les appréciations. Et je remercie aussi tous les étudiants qui ont eu à m'aider, à participer sur l'élaboration de cet ouvrage, notamment, je vais en citer quelques noms, Ahmed, Maudou Thioune, Dame, Cheikh Tidiane, etc., qui m'ont beaucoup aidé dans l'élaboration de ce document. Je leur rends vraiment hommage et je leur ai dit que ça, ce n'est qu'un début. On est aujourd'hui en train de voir quel projet on va mettre pour continuer en fait dans cette idée, parce qu'il faut écrire. Aider les étudiants à suivre un canevas, notamment la fiscalité, qui est aujourd'hui une matière très sensible, qui doit faire payer une entreprise. Merci beaucoup, M. Yoroshin Al-Satawan. Je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Chers téléspectateurs, chers étudiants, allez chercher ces deux ouvrages, la BIC, Cisco-ADA, révisé, et pratique fiscale sénégalaise. Deux ouvrages assez intéressants qui ont été écrits par la main de trois professeurs. Je vais dire deux professeurs, Yoroshin Al-Satawan et Farid Diallo. C'est la fin de cette émission. Je remercie moi aussi Makhtar Denguiaï qui était à la production, Khalidé Toufal de lycée, Al-Matou, Naïmaï qui était à la réalisation. C'est tout pour cette émission. Une prochaine fois, notre leader, c'était sur Zoom. Merci beaucoup.